Voilà, donc notre cube a déjà bien avancé, notre dimension produit a été réalisée, notre dimension type de produit a été faite, et notre dimension temps a été faite. Ici, j'ai encore un product type en l'occurrence, mais si vous voyez, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'elle est reliée derrière. Donc, elle a déjà été éditée, on ne va pas la toucher, on verra après à quoi elle correspond. Il nous reste en fait à faire la dimension client, devise et entrepôt. Et ces dimensions-là, je vais vous laisser terminer de votre côté en exercice. L'année passée, on avait encore utilisé quelque chose qui s'appelait intelligence BI sur les dimensions. On va pouvoir le faire encore maintenant. Typiquement, si vous regardez le message, vous avez sûrement vu, il n'y a pas de dimension temps qui est définie. Alors bien sûr, elle est là, hein, on l'a vu, elle s'appelle dimension temps d'ailleurs, mais on n'a pas défini sur le serveur qu'en fait on avait une dimension temps qui s'appelait une dimension temps. Donc, on va cliquer ici en haut à droite sur la dimension temps. On fait un clic droit, et puis maintenant ici, on a le Add Business Intelligence. C'est juste en fait un wizard qui nous permet de sélectionner automatiquement des types de dimensions et les niveaux des types de dimensions à l'aide d'un petit wizard plutôt que de le faire à la main. Voilà, donc en fait maintenant je vais définir une intelligence de dimension et je vais choisir le type de dimension que je vais utiliser, dimension temps. Et maintenant, ici, j'ai les différents éléments qui sont connus de SQL Server. Donc, j'ai l'année. Dans ma dimension temps, à moi, c'est l'année. J'ai le semestre. Dans la dimension temps, ce sera le semestre. J'ai le quarter. Ce sera le trimestre. J'ai le mois. Ce sera le mois. J'ai la date. Forcément, ce sera la date. J'ai la semaine quelque part. La week, voilà, c'est la semaine. Et qu'est-ce qui me reste encore? Le jour, qui équivaut en fait à la date que j'ai là. Ah non, jour de la semaine, pardon. Et donc, day of week, pardon. Voilà, ici, day of week qui est le jour. Voilà. Et donc, si je regarde ce que ça donne, donc j'ai défini que la dimension qui s'appelle temps chez moi est une dimension de type time, et que l'année c'est years, etc. Donc j'ai fait le mapping en fait simplement entre les deux. Je termine, et maintenant il a appliqué ça. Donc en fait, qu'est-ce que ça a changé dans les faits? Pas grand-chose, hein. Si je retourne dans ma dimension temps, je vais simplement voir qu'ici, ma dimension temps, elle a été déterminée comme étant une dimension de type time. Ça, c'est fait. Et puis, pour chacun des éléments, si vous voulez, voilà, il va nous déterminer que c'est un type année. Et donc, ça lui permet d'optimiser, en fait, les requêtes, les filtres, et ce genre de choses-là. Donc, plutôt que lui fasse la découverte de ce que c'est, on doit lui spécifier de notre côté ce qui se trouve dans ces différentes dimensions-là. Donc, on peut sauvegarder ça, c'est fait. On peut faire la même chose sur la dimension produit, qui est en fait assez simple hein, par rapport à ce qu'elle pourrait être. Donc la même chose, je mets de la business intelligence dessus, je définis sur une dimension. J'ai une dimension qui va être une dimension produit. Donc si vous regardez, vous avez plein d'autres dimensions, on est d'accord. Vous avez la dimension client, vous avez la dimension géographie, que vous allez pouvoir bien évidemment utiliser par la suite aussi. Dimension produit, qu'est-ce que j'ai comme élément à disposition? J'ai le produit, ok, donc chez moi c'est le produit. J'ai la catégorie de produit, on va dire que c'est notre type de produit à nous, et j'ai la marque. Voilà, ce sont les différents éléments que j'ai ici. Qu'est-ce que je pourrais encore avoir? Des éléments comme couleur, poids, etc., mais que je n'ai pas dans mon élément chez moi. Donc j'ai des produits, des types de produits et des marques. Voilà, même chose, il me le propose et je termine comme ça. Donc maintenant, j'ai préparé mon cube, tous les éléments sont en place, je peux commencer déjà à faire certaines requêtes sur ce cube-là. Comment est-ce que je fais si je veux aller faire des requêtes sur ce cube? Ben, je vais pouvoir me connecter avec Excel à distance sur le serveur. Mais avant, on va régénérer notre cube avec les derniers changements qu'on vient de faire. Voilà. Parfait, je peux resélectionner mon cube ici derrière et tout s'est passé correctement.
Donc, maintenant, pour me connecter avec Excel, vous vous rappelez, l'année passée, on a utilisé cette petite fenêtre Analyze in Excel qui me permet d'ouvrir Excel avec directement la connexion qui est paramétrée. Le problème que vous avez, qu'on a, c'est qu'on a Excel qui n'est pas installé sur le serveur. Et donc, bien évidemment, cette technique-là ne va pas fonctionner. Chez moi, ici, elle fonctionne puisque j'utilise une version d'Excel directement sur le serveur. Donc, ça va fonctionner. Et voilà, et il me propose directement d'avoir mon tableau croisé dynamique avec mes différentes dimensions et mes tables de faits. Si vous voulez vous connecter à distance, depuis Excel qui se trouve sur votre machine physique, en fait, en l'occurrence sur votre laptop, vous pouvez le faire, bien évidemment. Il y a deux choses qu'il faut qu'on fasse avant de pouvoir le faire. Il faut qu'on ouvre sur le firewall les ports correspondant à NIS et puis il faut que dans Excel, on ait configuré un run as pour qu'il puisse se connecter avec le bon user sur le serveur. On va regarder ça ensemble. Si vous ouvrez votre console Switch Engine, vous avez les groupes de sécurité, vous avez configuré certaines règles du firewall dans ces groupes de sécurité. Donc, maintenant, normalement, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Ici, vous voyez, moi j'ai encore ajouté chaque fois mon adresse IP de la maison pour me connecter. Vous pouvez aussi bien sûr ajouter des adresses IPv6 dessus sans problème. Donc, on va rajouter une nouvelle règle, comme on l'avait fait la dernière fois. Seulement, on va rajouter un nouveau port. C'est le 2383. C'est le port qui est utilisé par Analysis Services. Et puis, je vais rajouter le masque de réseau. Voilà, et ça va me permettre de me connecter avec le VPN interne à travers Excel, bien évidemment, enfin Excel à travers le VPN interne sur ce port 2383. Maintenant que les règles sur le firewall sont prêtes, nous allons pouvoir configurer un raccourci pour Excel. Et donc, comme on l'avait fait la dernière fois, on va simplement rajouter un runAs dans le chemin. Et donc, notre chemin sera d'exécution, ce sera runAs, le user, vserver engines admin, et puis le chemin pour Excel. Une fois qu'on a fait ça, on peut valider, et puis on va pouvoir ouvrir Excel en tant que runAs. Voilà, dans Excel, ça vous rappelle certainement des souvenirs, on va aller dans Données, obtenir des données à partir d'une base de données, et contrairement à ce qu'on a fait la semaine passée, où on s'était connecté à une base de données SQL Server, on va se connecter à une base de données Analysis Services. On rentre l'adresse IP du serveur, on utilise l'application Windows, vu qu'on vient de se connecter avec un runAs. Et maintenant, on a la possibilité de choisir la base de données, donc c'est Mediazone 2020, et le cube Mediazone. On crée un nouveau tableau croisé dynamique, et on a exactement ce qu'il nous faut ici. On retrouve, comme avec le lien qui a été généré automatiquement, nos faits, avec le petit symbole somme. On a nos 3 faits dans la table de commande, nos 4 faits dans la table des produits, avec le nombre qu'on a rajouté chaque fois, et puis on a nos différentes dimensions, alors plus ou moins terminées, donc client, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas terminées, forcément. Order date, on a les deux, avec le calendrier et la semaine. Les produits avec le type de produit, produit par marque, produit par type, la date la même chose, et puis nos types de produits. Donc les dimensions sont là, les tables de faits sont là, maintenant c'est utilisable. On revient dans Visual Studio. Avant de se quitter, il nous reste une dernière chose à faire encore. En bon informaticien de gestion, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'on puisse avoir un aperçu et un suivi de notre travail sur le projet, puisque il y a certainement des fois on va faire des erreurs, on va faire des tests, etc. On n'aimerait pas devoir systématiquement recommencer et jouer comme ça. Et donc, on va utiliser un gestionnaire de version pour pouvoir garder une trace des changements qu'on fait dans notre projet. Pour ce faire, on va aller tout en bas de la page et on a la possibilité de faire un Add to Source Control et on va ajouter ça sur Git. Et là, on aura la possibilité en fait de committer notre projet directement sur un serveur de gestion de version, que ce soit GitLab ou GitHub. Donc on voit maintenant ici en bas que notre serveur, enfin notre repository a été configuré sur Git. Donc on a notre branche master,
le nom de notre repository, et puis on a les commits qui ne sont pas encore publiés. Et puis ici en haut, on a la possibilité de définir comment on veut le faire, ou bien on va utiliser GitHub, ou bien on va utiliser un repository propriétaire, typiquement si vous mettez ça sur GitLab. Donc à vous de choisir ce qui vous va le mieux. Moi, je vais le publier sur GitHub. Et une fois qu'on a réussi à faire le publish, à ce moment-là, on change de fenêtre. On est toujours dans le Team Explorer. On peut switcher ici entre la solution et le Team Explorer. On s'aperçoit qu'on n'a plus de commits qui ne sont pas publiés sur le serveur. Et donc, on peut retrouver notre solution ici. Et si je vais regarder dans mon GitHub, dans MediaZone 2020, je m'aperçois que j'ai effectivement mon projet qui a bien été publié avec tous les fichiers du projet qui sont là. Et donc ça, c'est une super bonne pratique pour travailler. On va travailler avec ça. Et si je veux commencer à faire des tests, des changements sur mon cube, je peux maintenant créer une branche sans aucun problème, faire mes changements. Si ça marche, je peux migrer de ça. Donc, en fait, bref, j'ai toutes les options de Git pour pouvoir gérer mon projet. Et je vous invite vraiment à le faire. Comme ça vous permettra tout au long du semestre, tout au long des projets que vous allez faire, de faire vos commits régulièrement. Et si vous avez fait une erreur, vous avez cassé quelque chose, vous revenez en arrière sans aucun problème et vous pouvez recommencer. Voilà, avec ça, on arrive au bout de cette leçon. Pour la prochaine fois, vous avez l'exercice. Dans l'exercice, vous allez encore faire les dimensions qui manquent, la dimension client, la dimension devise, la dimension entrepôt et la dimension géographie, forcément, qui sera une dimension flocon avec client et entrepôt. Voilà, je vous laisse terminer tout ça, répondre aux différentes questions et on se retrouve la semaine prochaine.